merci de vous joindre à nous pour ce numéro très spécial de votre émission sur la chaise. Nous allons donc revenir sur le fait saillant, quelques faits saillants donc, de l'année 2024. C'est entre autres les débats sur la révision de la Constitution initiée par la famille présidentielle. On parle bien de l'Union sacrée. Nous allons aussi parler de la gestion sécuritaire de la guerre ici, à l'est de la République démocratique du Congo, surtout sur le plan diplomatique. Et enfin, nous allons terminer par les retours sur la scène politique de Joseph Kabila avec des rencontres qui se multiplient avec quelques têtes de l'opposition. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Alain Zenza. Vous êtes cadre des ADES, en partie de l'Union sacrée. Évidemment, c'est Alain Zenza, comme vous l'avez dit. Je suis le président fédéral de l'Alliance des démocrates pour l'égalité sociale. C'est un parti membre de l'Union sacrée, de la famille politique du président de la République. Président Antoine Félix Tshisekedi. Dit béton, merci. Oui. De l'autre côté, Johnson Ishara, cadre du LGD ici au Nord Kivu, parti de l'opposition, parti cher à Matata Pogno Mapon. Nous disons bonjour Johnson Ishara. Bonjour Monsieur Philippe, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour également aux compatriotes Alain Zenza. Le premier point pour cette émission, c'est la révision de la Constitution en 2024. Un débat qui a fait couler d'encre et des salives. Nous avons vu même certains partis de l'opposition s'est ligué pour contrecarrer ces projets jugés machiavéliques par certaines têtes de l'opposition. Pour vous, Alain Zenza, est-ce que ces débats étaient opportuns à cette période où la RDC fait face à l'agression? Je pense que s'il faut aborder la question liée à la révision de la Constitution ou le changement, nous rappelons encore que la révision de la Constitution, elle d'abord est légale et reconnue même par les textes constitutionnels. Il y a tout un chapitre réservé à cette révision. Donc là n'est pas un problème. Le problème beaucoup plus qui peut-être s'est posé, c'est par rapport au moment. Bien que nous soyons de l'Union sacrée, mais le point de vue de mon parti politique, surtout ici au Nord Kivu, c'est que ce n'était pas le moment propice pour parler de cette question. D'autant plus que nous venions à peine de recevoir les quitus d'exercer notre second mandat. Donc, en ce moment-là, nous avions, pendant la campagne, promis un certain nombre de choses à notre population. Alors, est-ce que quelques mois seulement après la prise de fonction, fallait-il jeter cette histoire dans la population pendant qu'elles attendent beaucoup plus les réalisations de certaines promesses? C'est là où les choses, comment dirais-je, posent problème. Mais en soi, parler de la question de la révision n'est pas un problème constitutionnellement parlant. Parce que le chef de l'État, le Parlement réuni, donc les deux chambres, 100 000 signatures des Congolais, et je pense il y a au moins 4 comment dirais-je, personnes ou 4 groupes qui sont autorisés à demander la révision de la Constitution. Donc ce n'était pas le problème, mais le moment pour nous n'était pas propice. D'autant plus que allez-y comprendre que pendant que nous étions dans cette distraction du débat sur la Constitution, les autres progressaient dans la prise de certaines agglomérations.
Alors voilà pourquoi nous nous sommes dit non, 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 trop c'est trop, n'abordons pas cette question de la constitution pendant qu'il y a encore mieux à faire, la sécurité, les sociales et autres. Donc attelons-nous à ce qui est l'essentiel. Et la question de la révision, on peut en parler même après cette guerre. Et donc, si on comprend bien, la question de la révision de la Constitution ne faisait pas l'unanimité au sein de l'Union sacrée. Johnson Ishara, nous avons vu pour ces débats l'opposition s'enrager pour montrer que c'est un plan pour Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Est-ce que c'est ce qu'il faut vraiment voir seulement dans ce projet de la révision de la Constitution pour l'Union sacrée? Bon, d'abord, je vais préciser une chose, c'est que quand vous suivez les sorties médiatiques du président Félix, il n'a jamais parlé de la révision constitutionnelle. Il a commencé par dire qu'il faut changer cette constitution. Les changements donc. Et puis quand il est arrivé au Kasaï, il a parlé de la réforme de la constitution. Que ce soit le changement, que ce soit la réforme, rien n'est constitutionnel. Alors, rentrons sur la révision dont certains se prêtent les concepts. Je pense que la révision elle-même ne devrait pas faire objet de beaucoup de débats parce que 2012, 2013, 2014, il y a eu des révisions constitutionnelles. Et ça s'est passé dans l'Assemblée nationale dans toute quiétude. C'est-à-dire il y a quelques articles qu'il faudrait réadapter. Ça ne demande pas un long débat, mais quand le débat commence, pas M. Tshisekedi lui-même qui ouvre le débat et qui ne parle pas de la révision, il parle du changement. Il faudrait maintenant qu'on amène notre peuple à comprendre c'est quoi le changement. Alors Kabouya a été très souple, il a expliqué que pour eux les changements ça veut dire qu'il faut proposer une nouvelle constitution, c'est justement ça. Et quand on propose une nouvelle constitution, c'est-à-dire nous entrons dans une nouvelle république. Donc même, on peut se réveiller un matin, Debout Congolais n'est plus l'hymne national, on peut se réveiller un matin, le drapeau avec toutes ses couleurs, on l'a changé, on peut se réveiller un matin, même le nom du Congo a changé. Donc ça, c'est vraiment le changement de la Constitution à ce niveau-là. Il peut arriver même qu'on nous dise, désormais on ne parle pas français, ça sera que le Chiluba, parce que ces gens sont à mesure de tout. Et dans tout ça, c'est tout un danger pour la République. Alors, s'agissant de l'opportunité dont on a tendance à spéculer, je pense que d'abord, la première raison aujourd'hui, il est inconcevable. Vous-même, vous l'avez dit, il est inconcevable par rapport à l'introduction. C'est inconcevable pour un pays en guerre. Un pays en guerre et que les gens qui sont censés travailler sur la cohésion nationale, l'unité nationale pour d'abord bouter hors d'état de nuire l'ennemi, vous amène sur un autre terrain. Et ce terrain-là, c'est-à-dire le changement du contrat social. Parce que la Constitution, c'est notre contrat social. Quand vous amenez les gens sur ces débats-là, c'est-à-dire que vous abandonnez une guerre qui vient de l'extérieur, vous-même vous créez une autre guerre à l'interne. Et ce qui fait à ce qu'il va y avoir maintenant des franges. Moi, ça ne me surprend pas que dans la même union sacrée, il y ait des franges qui ne sont pas d'accord, comme M. Alain Zenza, qui dit qu'il n'est pas d'accord. Et aujourd'hui, j'ai suivi également la sortie médiatique de l'AFDC, qui semble ne pas aussi être d'accord. Parce que pour eux, ils ont dit que ce ne sont pas les textes qui bloquent la République. Et quand vous suivez l'INC continue à tâtonner parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est d'abord dans l'union sacrée. Mais quand vous prenez déjà ADES, vous prenez INC, vous prenez AFDC, et puis Mbemba lui-même avec les MLC, il a dit qu'il est pour la révision, mais il n'est pas d'accord avec les changements constitutionnels. C'est une question qui divise déjà le clan présidentiel. Ça divise déjà. Et quand ça divise, ça veut dire que ça crée une autre guerre à l'interne. Et le Félix Tshisekedi, comme le garant de la République, il ne devrait pas se permettre cela. Ça, en politique, maintenant, ça s'appelle la diversion. La diversion parce qu'aujourd'hui, l'attention est concentrée sur la situation sécuritaire. La population aujourd'hui, vous savez, Mouyaya lui-même l'a dit, nous avons plus de 10 millions de Congolais en errance aujourd'hui. En errance, ça veut dire des gens qui ne savent pas quoi manger, où dormir, comment la journée de demain va se passer. Ils sont en l'air. Pour un gouvernement sérieux, quelle serait la priorité? Est-ce que c'est de nous amener sur des questions constitution, voilà, ils nous ont dit qu'il y a des articles qui fâchent, voilà. Mais est-ce que ces articles, c'est la priorité que la vie de ces enfants aujourd'hui qui n'étudient plus parce qu'ils sont éparpillés dans la forêt de Walikale. Ils sont éparpillés dans la forêt de Lubero.
Il y a des enfants aujourd'hui qui sont dans les camps de déplacés. Est-ce que la question de la constitution est plus urgente que la vie de ces femmes-là, enceintes, qui sont en train de faire des kilomètres à pied pour fuir les crépitements de base? Donc voilà pourquoi nous pensons que cette question-là n'est pas opportune et nous avons affaire à un régime qui a décidé de rester médiocre jusqu'au point de ne pas comprendre les réalités du pays. Merci Johnson Ishara. On se tourne du côté d'Alain Zenza pour aborder directement notre deuxième sujet. C'est un rapport avec la gestion de la situation sécuritaire ici à l'Est avec cette guerre d'agression. Le 15 décembre, le président Félix Tshisekedi devait se rencontrer avec son homologue rwandais Paul Kagame. Un rendez-vous manqué. Pour vous, est-ce qu'il faut encore il faut donner encore confiance à ce processus Luanda ou Nairobi pour mettre fin à cette guerre? En fait, je pense que étant panafricain, étant, comment dirais-je, un prédicateur de la paix, à travers toutes les démarches qui peuvent être prises, je pense que je soutiens l'aspect diplomatique. Mais vous avez au moins suivi Kagame hier, dans un point de presse. Oui. Kagame qui dit Luanda ou Nairobi, c'est une perte de temps. Oui, évidemment. Voilà pourquoi je vous dis... Avec qui la RDC sera sur la table? Je soutiens l'aspect diplomatique qui prend le gouvernement par rapport au fait qu'il ne faudrait pas être, aller vite en besogne. Mais seulement le dernier rapport des experts des Nations Unies qui a été publié, c'est pas hier, c'est avant-hier, nous prouve une fois de plus que ce que les Congolais disent à haute voix, c'est que même les Nations Unies sont au courant. Même la communauté internationale est au courant de la situation du pillage et de l'envahissement de troupes rwandaises au niveau de notre pays et surtout ici au Nord Kivu. Donc par conséquent, étant donné que même la communauté internationale ne fait que crier, est-ce que faut-il que nous en tant que pouvoir, nous en tant que gouvernement, nous en tant que, les ayants droit sur les terres congolaises, est-ce que faut-il que nous continuions à nous plaindre? Je pense que maintenant, ce que nous pouvons proposer par rapport aussi au dernier comportement du président rwandais Paul Kagame, de boycotter la rencontre de Luanda. D'autant plus que c'est un processus qui pouvait amener la paix de manière diplomatique, sans pour autant que les armes continuent. Ce qui pouvait permettre qu'on puisse cesser avec les armes et passer par la fin de la guerre, par les engagements diplomatiques et autres qu'on pouvait faire. Malheureusement, Kagame a brillé de son absence à cette activité. Et par après, il venait de faire des déclarations auxquelles vous venez de faire allusion. Alors, ceci nous pousse à demander au gouvernement de ne plus, se contenter à utiliser rien que la diplomatie. Maintenant, nous devons, beaucoup plus aborder cet aspect sécuritaire en préparant nos troupes, en mettant beaucoup plus de moyens sur nos troupes, en donnant de la logistique, afin que, si possible même, faire une déclaration de guerre. Nous devons comprendre que trop c'est trop. Nous avons assez souffert. Surtout nous qui sommes ici au Kivu. Rassurez-vous, il y a certains dirigeants, s'il faut le dire, qui vivent à Kinshasa, mais qui ne connaissent pas les réalités de notre province du Nord Kivu. Alors à ceci, nous devons dire que nous souffrons. Le Nord Kivu n'est pas seulement à 2000 km comme certains le prétendent. Ah, la guerre est à 2000 km. Non, non. Nous sommes en train de vivre la guerre ici au Congo, précisément chez nous au Nord Kivu. La guerre nous crée beaucoup de morts. La guerre nous crée beaucoup de pertes. Aujourd'hui, nous constituons le pays qui regorge le plus de déplacés internes dans le monde. Allez-y comprendre. Alors, est-ce que le gouvernement devait continuer à agir de manière diplomatique? Non, non.
trop c'est trop, nous devons maintenant armer. Heureusement, vous avez dit que vous êtes au pouvoir. Est-ce que vous prenez cette guerre au sérieux? Très au sérieux. Et la dernière réunion du Conseil supérieur de sécurité vous l'a prouvé. Le chef de l'État a une fois de plus réuni tous ceux qui sont les décideurs de la sécurité du pays. Et vous avez vu, je ne vais pas vous répéter toutes les décisions qui ont été prises. Voilà pourquoi nous encourageons au président de la République, à tous ceux qui ont participé à cette réunion, de mettre en application ces décisions. Pourquoi? Parce qu'elles seront salutaires pour notre population. Enfin, nous pouvons voir la paix revenir à travers les armes, avec le Rwandais et le M23 qui ne sont même pas conscients de la situation humanitaire qu'ils sont en train de créer à travers cette guerre. Ceux-ci doivent partir du Congo rien que par la guerre. Donc maintenant là, nous pouvons même aller jusqu'à demander au chef de l'État de réunir les deux chambres du Parlement pour déclarer la guerre. Ici, il n'y a pas question... Est-ce qu'ils sont prêts? Comment ne serons-nous-ils pas prêts pendant que nous avons une armée? Et une armée qui est en train d'être construite. N'oubliez pas que... une armée construite en pleine guerre. Qui est en train d'être... Mais attends. La situation est telle que notre armée est en train de se reconstituer. Et allez-y comprendre que c'est avec cette armée reconstituée que nous allons nous battre. Il suffit, monsieur Philippe, ça je vais vous le dire, il suffit juste de bloquer les robinets, de détourner. Parce que la plupart de ce qui fait que nous échouons, c'est quoi? Non seulement la trahison, c'est le détournement des fonds. Ils sont toujours dans l'union sacrée. Non, non. Vous allez me dire que l'armée est politique. L'armée n'est pas politique. Alain Zenza, on va revenir vers vous. L'armée n'est pas... Ne politisez pas l'armée, s'il vous plaît. Merci, on va revenir vers vous. Johnson Richard, comme on parle de cette guerre, Alain Zenza qui pense que le chef de l'État doit mettre en pratique maintenant, parce que sur le front diplomatique, le front diplomatique a échoué avec les refus de Paul Kagame de s'asseoir sur la même table, comme ce n'est pas au ciel, comme il a prétendu que lui et Kagame, c'est au ciel qu'ils vont se retrouver. Aujourd'hui, pensez-vous qu'il faut déclarer la guerre contre le Rwanda? Bon, je pense qu'avant l'étape de la déclaration de guerre avec un autre pays, il faut d'abord arriver à écraser la menace interne, c'est-à-dire pousser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Donc c'est ça d'abord la priorité. Et bon, moi je suis parfois surpris quand j'écoute mes compatriotes de l'Union sacrée. Je me pose la question si on est dans un même pays, si on est dans une même planète, ou nous vivons dans des planètes différentes. Comment Alain Zenza, sur ces micros, il peut nous dire qu'ils prennent cette guerre au sérieux? Une guerre qui a commencé, ça fait 3 ans, depuis Bunagana, jusqu'à ce que ça arrive ici à Kibumba, à Kibati. Ça arrive aux environs de Sake. Mais nous avons quand même suivi les vice-gouverneurs, ça il faut le dire. C'était une autre ratée de la communication, donc on ne peut pas revenir sur ça. Merci. J'espère même à la maison, il a compris qu'il a commis une erreur. Pourquoi on ne prend pas cette guerre au sérieux? Moi, je vais vous donner quelques seulement indices. Le premier indice, vous avez suivi les discours du chef de l'État à la nation. Dans cette adresse, reprenez encore une adresse qui a duré 1h30. La question sécuritaire, le chef de l'État en a parlé dans moins de 2 minutes. Allez suivre encore, c'est sur la toile. Est-ce que ça, on prend ça au sérieux? Depuis que la guerre a commencé, nous avons aujourd'hui aux environs de Goma, si vous ne le savez pas, nous avons plus de 30 camps de déplacés. Plus de 30 camps de déplacés. Depuis, quel est le plan d'urgence humanitaire du gouvernement pour soutenir nos compatriotes qui sont dans les camps? Nous n'avons pas élu les ONG pour nous prendre en charge. Nous avons élu tout un gouvernement. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous apprenez que le chef de l'État, qui pour chaque voyage, ça peut coûter des millions de dollars au minimum, qu'il voyage et qu'il n'y a pas un plan de contingence humanitaire pour les déplacés de guerre? Pourquoi on ne prend pas cette guerre au sérieux? Qu'est-ce qui peut expliquer? Aujourd'hui, vous savez, quand on a commencé cette guerre, il y a quand même des choses qui peuvent énerver. Il y a aujourd'hui des généraux qui sont dans les camps ennemis. Hier, ils étaient dans la prison centrale, qui ont été amnistiés ou graciés par le chef de l'État. Et aujourd'hui, ils ont tourné les canons vers la République. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi on ne prend pas cette guerre au sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive quand même à garder à l'hôtel pendant 14 mois la délégation du M23 et après, cette même délégation rentre dans la forêt pour tourner les armes? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils se sont convenus? Pourquoi on ne prend pas cette guerre au sérieux? Donc voilà pourquoi moi je pense que d'abord, il est très urgent, il est très important aujourd'hui qu'on arrive à récupérer nos terres. Parce que je me dis que j'ai comme l'impression que ni était même la présence de certains résistants, je ne sais pas où on serait avec cette guerre. Parce qu'on a compris quand même que les résistants là, ils sont en train de jouer un rôle très important parce qu'ils n'obéissent pas à certains ordres politiques. Alors moi je pense que il est d'abord très important parce qu'on est arrivé quand même à détruire la chaîne des commandements de l'armée, la structure de l'armée. Il faut qu'on arrive à mettre en ordre une structure qui est efficace, qui n'est pas très politisée et que le président de la République respecte son serment. Vous savez, c'est là que je voulais dire qu'on ne prend pas cette guerre au sérieux. Vous savez, que dit le serment du président de la République? Je jure devant Dieu, devant la nation, de respecter la Constitution, de protéger l'intégralité du territoire. L'intégrité du territoire. Alors, comme maintenant nous avons un territoire qui est plus grand que le Burundi, plus grand que le Rwanda, aujourd'hui envahi par les ennemis, le chef de l'État trahit son serment. Quand le président dit « je vais faire respecter la Constitution dit que chaque Congolais mérite une protection digne. Aujourd'hui, nous avons déplacé plus de 10 millions, si je me prêtais le mot du porte-parole du gouvernement. Ça veut dire que le président, encore une fois de plus, en tant que garant de la nation, il n'a pas si protégé les Congolais et par conséquent, il a trahi son serment. Quand on trahit son serment, on ne prend pas la politique de gouvernance au sérieux. Et c'est tout ça qu'on est en train de rappeler. Mais non, je comprends que face à cette mauvaise gouvernance, Alain Zenza crie aussi que la province va mal. Bon, maintenant, vous en faites quoi? Vous faites quoi quand ça ne va pas? Vous restez dans cette même union sacrée qui est en train de mettre le pays à genoux aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus quitter Goma avec son vélo, avec sa moto, avec son véhicule pour aller à Minova. La route est coupée, on ne peut plus quitter Goma pour qu'on se rassure qu'on va faire Rutshuru dans toute quiétude. Pour arriver dans le Grand Nord, vous devez vous rassurer si vous avez le frais d'avion. Et c'est encore énorme. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on a mis en place un régime aujourd'hui de l'union sacrée? Donc face à tout ça, moi je pensais que dans toute honnêteté avec leur conscience, les amis de l'union sacrée devraient maintenant apprendre à se taire. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire libérer nos territoires qu'ils ont mis dans les mains des gens qu'ils ont traités hier de leurs frères, de leurs alliés, qu'ils ont logés, qu'ils ont graciés. Et après, il faut maintenant nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'à preuve du contraire, nous estimons que ce qui se passe, c'est grave. C'est grave parce que parmi nous, il y a des gens qui nous ont trahis. Et la plupart des gens qui ont trahi la République sont les gens de l'Union sacrée. Merci, Johnson Ishara. Vous pouvez toutefois réagir? Je pense que directement, j'aimerais quand même que Johnson enlève de sa tête cette idée de voir le chef de l'État trahir parce qu'il n'a pas respecté. Je crois que le chef de l'État est en train de respecter la Constitution, est en train de défendre l'intégrité territoriale. À travers même les nouvelles mais Alain nominations. Zenza, s'il vous plaît. Soyons sérieux, à travers même les nouvelles nominations qui ont eu lieu. Je ne vous coupe pas la parole, mais jusque-là, vous êtes toujours incapable dans l'Union sacrée de nous dire, pendant 14 jours, que faisait la délégation du M23 14 mois plus tôt. Et aussi un Bernard Biamungu libéré, mais aujourd'hui, qui est avec la rébellion. On ne comprend pas quelle est cette relation que vous entreteniez avec cette rébellion avant que votre peut-être deal ne se tourne mal. Non, je pense que cette question n'est pas liée à l'union sacrée en tant que... mais vous êtes avec le président. S'il vous plaît, en tant que famille politique, n'est-ce pas? Mais seulement, nous reconnaissons qu'il y a eu une délégation du M23 qui a siégé au niveau de Kinshasa. Et le ministre de l'époque de l'Intérieur les avait invités.
Je pense selon Le dire du chef de l'État. Les chefs de l'État. Les chefs de l'État disent c'est lui-même qui les a invités, mais ils ont été contactés par comment est-ce que vous le voulez ministre de contredire l'Intérieur. Non, comment est-ce que vous Le voulez vidéo sont là. contredire S'il vous les plaît. chefs de l'État qui lui-même vous Les dit vidéos sont là. il vous dit qu'ils ont été invités par, le ministre de l'Intérieur Mais à l'époque. est-ce que ça se comprend, Alain Zenza? Je pense que Revenons. nous ne devons pas politiser tout au Congo. Faisons. Alain Zenza, s'il vous plaît. Les questions Prenons, sécuritaires doivent prendre prenons, les allées aux politiques. Alain Zenza, Pendant que nous Alain Zenza, appelons à l'unité. revenons sur la raison quand même. Oui. Il y a votre ministre qui appelle toute une délégation d'une rébellion, à votre insu. Est-ce que ça se comprend? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le ministre n'a pas, comment dirais-je, Ishara est en train de me prouver pendant que dans ses propos, le chef de l'État, il a dit que non, le chef de l'État a dit qu'il ne les a pas. Soyons clairs là-dessus, Ishara. S'il vous plaît. Mais attends, il a été clair. S'il vous plaît, Johnson. Nous avons tous suivi. Ils ont été invités par le ministre. Reçus par le ministre, mais sur son invitation. Voilà. Attends. Où est le mal? Où est le mal Merci. de voir un chef de l'État, par exemple, non, entrer en contact avec un groupe de gens. Okay. Une rébellion alors, ça il faut le dire. Attends. À l'époque. N'oublions pas qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore, ils n'avaient pas encore surgi. Ça, c'est de ne pas connaître l'histoire de la... Merci. Non, Merci. Comment voulez-vous que... donc le jour où le chef de l'État se permettra, s'il vous plaît, monsieur... on passe au troisième sujet de l'émission. Permettra d'appeler l'opposition, vous allez encore crier. Ils ne sont pas une rébellion. Comment voulez-vous que le chef de l'État... Merci Alain Zenza. On ne va pas s'atteler sur ces sujets. On a le troisième sujet, le dernier. Oui. C'est avec le retour de Joseph Kabila sur la scène politique. Longtemps... absent, mais aujourd'hui, Kabila qui surgit avec des rencontres avec quelques têtes de l'opposition. Pour vous, à l'Union Sacrée, comment vous analysez ce retour du sénateur à vie Joseph Kabila? Je pense que pour nous, c'est un non-événement. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila n'a jamais quitté la scène politique. Tout ce qu'il a fait, il l'a dit d'ailleurs dans son dernier discours, qu'il ne faisait que dire au revoir. Mais il peut à tout moment surgir. Et c'est déjà le fait d'être reconnu constitutionnellement comme sénateur à vie, c'est qu'on n'est jamais sénateur et ne pas être politique. C'est que... Il a été silencieux quand même. Non, il a été toujours sur la scène politique. D'autant plus que le FCC existe toujours. N'est-ce pas? Bien que... Mais la personne de Joseph Kabila. Bien que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, a une qualité que nous reconnaissons tous, c'est qu'il n'est pas bavard. Il ne se prononce pas sur tout. Une qualité qui fâche. Hein? Non. En quoi est-ce que la qualité d'un sénateur, d'un ancien chef de l'État doit fâcher? De votre côté, à l'Union Sacrée... ça ne nous a jamais fâché. À moins que vous me dites qu'il y a eu une déclaration. Il ne se prononce jamais sur la situation sécuritaire. C'est ce que vous dites. S'il vous plaît. Nous devons quand même respecter l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, dans son caractère de silencieux. N'est-ce pas? À l'Union Sacrée, nous n'avons jamais critiqué le silence de Joseph Kabila. D'autant plus que c'est sa façon d'être. Il est différent de Ishara qui ne fait que parler, qui parle et qui parle. Il est différent de Alain. Mais c'est ça, il est différent de Alain. Il est différent de Alain qui se prononce sur tout sauf rien. N'est-ce pas? Alors, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, s'il entre en contact avec d'autres têtes de l'opposition, d'autres personnes ou personnalités du pays, en quoi est-ce que ça doit nous gêner, nous? Nous, tout ce qui nous importe le plus, c'est voir la guerre prendre fin.
Tout ce qui nous importe le plus, c'est voir les sociales de Congolais s'améliorer. Tout ce qui nous importe le plus, c'est d'être en mesure de garder l'intégrité territoriale. C'est ce qui préoccupe l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas préoccupée par de petites choses, par des petites rencontres, des personnalités, soit-elles, qui peut-être ne nous apportera aucune solution par rapport à notre guerre. Si ce n'est que critiquer la gestion. Et ils ne nous ont jamais proposé un plan de sortie de la guerre. Mais tout ce qu'ils font, c'est quoi? Oh, vous ne faites rien. Pendant que vous ne dites rien. Vous ne faites rien. Pendant que vous ne proposez rien. Or, sur terrain, il y a de réalisations. S'il faut parler des propositions, comment voulez-vous que Joseph Kabila vous propose alors qu'il a été indexé comme le parent de la rébellion? Non, ça, vous avez suivi les chefs de l'État? Non. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'a jamais cité le nom du président Joseph Kabila dans le sens de l'indexer et étant, comment dirais-je, l'instigateur du M23. Quand même, soyons sérieux. Ne sortons pas le propos du chef de l'État, Félix Tshisekedi, du contexte. Merci. Non. Soyons quand même sérieux. Comme nous avons, Gabriel, comme nous avons des archives, comme nous avons des archives au cours de cette émission, on va revenir sur... mais oui. Merci. Johnson Ishara, Joseph Kabila, des rencontres qui se multiplient avec d'autres têtes de l'opposition. Il ne reste que LGD qu'on n'a pas vu pendant ces rencontres. Mais pourquoi aujourd'hui ces rencontres qui se multiplient à l'opposition? C'est une coalition qui veut naître ou c'est comment? J'espère qu'après cette émission, mon compatriote Alain Zenza aura besoin d'un verre d'eau froide. Parce que c'est très important. Alors, par rapport d'abord à là où il a fini, parce que je méritais de fermer cette parenthèse, c'est que l'avantage aujourd'hui avec la nouvelle technologie, c'est que les paroles ne s'envolent plus. Donc, les paroles commencent à rester désormais. Donc, je vous confirme. Et après cette émission, moi j'ai la vidéo, je vais vous faire écouter. Le président de la République, Félix, accepte lui-même que sur son invitation, que le 23 est arrivé à Kinshasa. Mais il ne les avait pas rencontrés. Celui qui les avait rencontrés, c'est le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, à l'époque. Et qu'il ignore de quoi est-ce qu'ils ont parlé parce que lui n'était pas parti les rencontrer. Voilà, il a banalisé cette histoire comme ça, mais ça reste quand même historique. Alors, il faut quand même retenir ça. Alors, deuxièmement, par rapport à la question de Kabila, de toutes les façons, Kabila, c'est un ancien président de la République. Bon, peut-être au sein de la DES, ça ne fait pas mal au froid, ça ne fait pas plutôt froid au ventre, mais il faut aller à l'imiter pour comprendre ce que ça fait. Un ancien président de la République qui maîtrise les enjeux dans son pays, qui a également fait la passation du pouvoir avec son successeur et qui était dans un mariage politique avec son successeur et que son successeur, avec tout ce qu'il y a autour du pouvoir, il a rompu ce mariage dans des conditions inattendues par son prédécesseur. Et après ça, il est parti dans un silence illimité, jusqu'à ce qu'il commence à faire ses apparitions. Alain Zenz, encore une fois, Félix a dit, Kabila, c'est le parrain du M23. Il a dit ça dans un meeting populaire. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas comment. C'est pourquoi moi j'encourage quand il dit qu'il faut respecter Kabila parce qu'il ne parle pas trop. Je pense qu'avec la gestion de Félix, on a compris ce que vaut la parole d'un chef de l'État. Et Kabila avait raison de ne pas trop parler. Parce que trop parler, vous vous contredisez 1000 fois sans vous rendre compte de ce que vous dites. Donc, il suffisait seulement d'écouter quand vous dites que Félix, plutôt Kabila, il est le parrain du M23. Au même moment, Kabila est au pays. Vous n'arrivez pas à arrêter un parrain parce que vous n'avez aucune preuve de ça. Au même moment, quand Kabila fait juste une sortie, il est en Zimbabwe ou il est en Afrique du Sud ou ailleurs, c'est la même Union sacrée qui dit que Kabila fuit le pays parce qu'il est en train de se préparer à rejoindre. Donc tout ça, maintenant, enfin, il rentre au pays, il dit, je vais mener encore mon combat. On fait maintenant un retour politique. Retour politique, ce n'est pas seulement par rapport à la fonction qu'on occupe. C'est de mener maintenant d'une manière régulière et permanente des actions politiques. Et l'FCC, à un moment, a été dans un silence absolu. Lambert Mende, qui a expliqué comment il a quitté l'FCC, il a dit que parce que les réunions ne se tenaient plus. C'est-à-dire il y avait vraiment un silence, il y avait une vacance politique qui ne disait pas son nom. Maintenant, après cette vacance-là, ils reviennent maintenant à la charge.
c'est tout à fait normal que ça fasse trembler parce que aujourd'hui, l'Union sacrée, en son dernier mandat, je ne sais pas si Alain Zenza a laissé, et l'alternance en 2028, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, face à cette alternance, il y a quelqu'un qui a occasionné la première alternance, qui revient avec pompe. Qu'on le veuille ou pas, nous l'avons combattu quand nous étions encore dans la société civile, parce qu'on voulait que la Constitution soit respectée. Il y a eu glissement de 2 ans, mais notre combat était orienté vers le respect de nos textes. Quand il revient, il dit, nous voulons également la même constitution que nous avons respectée, nous allons pousser à celui qui est là de la respecter. Parce qu'il comprend aussi que la menace, elle est grande. Parce qu'aujourd'hui, Félix, il donne l'impression que c'est un homme qui est prêt à tout. Quand il était au Kasaï, il a reçu les chefs coutumiers qui l'ont consacré, que lui, il sera même roi pendant 50 ans. Et c'est comme ça que ça commence. Dans de petites blagues comme ça, vous construisez un dictateur monstrueux. Et voilà, quand les autres comprennent qu'il faut arrêter cela, voilà comment Kabila revient. Et quand il arrive, il rencontre les autres. Parce qu'il sait qu'il y a certains combats qu'il ne peut pas mener seul. Écoutez les réflexions des uns des autres. Comme les autres peuvent aussi lui dire ce qu'ils pensent. Donc, dans tout ça, il faut maintenant s'attendre qu'il va y avoir quand même un souffle nouveau, que ce soit au sein de l'opposition, que ce soit au sein de l'Union sacrée. Et je vous dis encore le Conseil national de la défense, dont notre collègue parle ici. C'est également, vous avez vu, c'est quand même grave. Parce que la décision du Conseil national de la défense a pris des décisions comme si on a oublié toutes les lois qui existent au pays. La liberté de la presse. Et parce qu'on voulait faire taire certaines personnes, parce que Félix a dit aucune église, aucune personne ne va m'arrêter. Quand il a dit ça à Mbujimaï, il revient maintenant pour dire vous osez encourager les victoires des ennemis, peine de mort. Bon, maintenant, ça, c'est conformément à quel article de la Constitution. Je n'accepte pas que vous dites que ça a été pris comme décision dans le Conseil. C'est Ishar qui a la parole. De la Défense, je vous dis. Non, parce que le ministre de la Justice, le ministre de la Communication a communiqué les grandes décisions. Et dans ces grandes décisions, il a été complété par le ministre de la Justice. Ishar a la parole, vous aurez la parole le ministre de la Justice est précédent que le ministre de la Communication, vous devriez le savoir. Et quand le ministre de la Justice, le précédent, il dit également que la peine de mort, ce n'est pas qu'il est revenu d'une chambre de prière pour dire ça. Il était dans une réunion de la défense. Et parce qu'on sait maintenant qu'il y a des religieux qui sont ciblés, parce qu'on sait maintenant qu'il y a des acteurs politiques qui sont ciblés, parce qu'on sait qu'il y a des activistes de la société civile qui sont ciblés, il faut maintenant faire la terreur. Et la gestion par terreur, c'est une gestion souvent qui fait énerver le peuple. Et face à tout ça, c'est pourquoi nous disons que l'Union sacrée le veuille ou pas, on est en train d'amener ce pays vers des dérives. Et ce n'est pas acceptable. Il est très important que l'Union sacrée se ressaisisse, qu'on puisse unir toutes les forces vives. Les forces vives n'excluent pas que l'Union sacrée fasse un pas vers Kabila. D'ailleurs, par élégance politique, les Congos aimeraient voir ça. Vous l'avez dribblé dans vos accords pour la passation avec Nanga après l'organisation des élections, le premier mandat. Mais aujourd'hui, le pays est en danger. Il n'est pas exclu qu'on fasse recours à l'ancien président pour lui dire nous nous excusons pour le malentendu, mais pour le Congo, mettons-nous ensemble. Et c'est de ça qu'on veut voir. Mais vous n'y arrivez pas. Au même moment, vous prêchez l'unité nationale. On ne comprend pas exactement ce que l'Union sacrée veut. Et ce qui va se passer, et ce qui continue à se passer aujourd'hui au pays, l'Union sacrée est responsable. Et devant l'histoire, devant tous les Congolais, l'Union sacrée pourra justifier toutes ces bavures, toutes ces erreurs, tous ces problèmes créés au Congo. Et fin de fin, des gens vont payer. Merci. Les Zaïre a été dirigé pendant 32 ans. Aujourd'hui, l'Impère n'existe plus comme parti politique. Il faut savoir ça. Le PPRD a dirigé pendant les années dont vous avez vu. Et aujourd'hui, vous avez vu à quel niveau le PPRD se trouve. Donc, l'histoire des individus est plus petite que l'histoire de la nation. Et il est très important aujourd'hui de protéger l'histoire de la nation. 10 millions de Congolais dans les camps de déplacés. Mais si on n'est pas rentré, on serait qui? Merci Johnson, on considère ça comme votre conclusion. Alain Zenza, dans 30 secondes pour votre conclusion, s'il vous plaît. Oui, je pense que nous continuons à appeler à la cohésion, comme le reconnaît Ishara, que nous prêchons la cohésion. Nous continuons à appeler à la cohésion, d'autant plus que cette histoire de sécurité ou d'insécurité ne pas à politiser.
que ce soit l'union sacrée, que ce soit l'opposition, nous devons tous parler le même langage pour pouvoir mettre fin à cette guerre. Et nous appelons à l'humilité évidemment des opposants, afin qu'ils comprennent que nous sommes en train de nous battre pour que la paix revienne. Et cette paix sera bénéfique à tout Congolais, qu'il appartienne à l'opposition ou à la majorité, dès que nous serons tous capables, comme il le veut, de traverser Rutshuru sans problème, de traverser le Kwango sans problème, ceci sera bénéfique à nous tous. Merci Alain Zeza, merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aussi à Johnson et pourquoi pas à tous ceux qui vont nous suivre. Merci. Meilleurs vœux à tout le monde. Johnson et Chara, nous disons aussi merci pour répondre favorablement à notre invitation. Oui, je dis également merci. Je vais clôturer également en disant des questions sécuritaires qu'on ne demande pas le peuple, ce sont des questions politiques. Et si vous voulez bien le comprendre, il faut écouter les discours du gouverneur militaire du Nord Kivu, qui dit que les militaires ne peuvent pas engager la guerre parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de politique. C'est pourquoi ils sont dans les cessez-le-feu. Donc, les questions sécuritaires sont des questions politiques. Et il est temps pour que l'Union sacrée, le président Félix, vous puissiez vous assumer. Et c'est ça notre conclusion. Merci Johnson. Le plaisir était pour nous de vous présenter à cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro.